Nabatéens. Nous touchons ici au fait le plus obscur encore de l'histoire de l'Arabie pétrée. Vers le 7e siècle avant l'ère chrétienne, le nom des Édomites ou Éduméens disparaît tout à coup et ne se rencontre plus que chez quelques-uns des prophètes d'Israël, qui s'en servent en continuant une ancienne tradition de langage. À la place se montre le nom des Nabatéens, dont jusqu'alors il n'avait jamais été question. Et pourtant, ces noms de Nabatéens et d'Édomites désignent indubitablement le même peuple, habitant les mêmes lieux, possédant exactement le même empire, avec les mêmes limites et la même capitale, Séla. D'où put provenir son changement d'appellation, suivant toutes les vraisemblances d'une révolution intérieure dont le souvenir n'est pas parvenu jusqu'à nous, d'une substitution dans la race royale et dans la tribu dominante, mais nous ne saurions rien dire de plus, ni surtout rien préciser. Peu de points des annales antiques de l'Orient restent enveloppés d'aussi épaisses ténèbres. Un fait a été remarqué depuis assez longtemps déjà par l'illustre orientaliste Étienne Quatremaître, c'est que le nom de Nabat ou de Nabatéen se trouve dans la vallée de l'Euphrate. Il est employé par tous les auteurs syriaques et arabes pour désigner, non comme le croyait Quatremaître, les descendants des antiques chaldéens, mais la population araméenne du bas de l'Euphrate, qui, renfermée à l'origine sur la rive droite du fleuve, s'infiltrèrent graduellement dès une époque fort ancienne dans la Chaldée et finirent vers l'époque de l'ère chrétienne par y surplanter absolument les indigènes de la race sémito-couchite. Faudrait-il supposer que quelques tribus ou seulement quelques familles puissantes de ces Nabatéens des bords de l'Euphrate auraient franchi le désert et seraient venues s'établir chez les Édomites, à la monarchie desquels elles auraient imposé son nom en devenant maîtresses du pouvoir. Quoi qu'il en soit, la date du remplacement du nom de Nabatéen par celui d'Édomite n'est pas plus possible à fixer d'une manière précise que la cause de cette substitution. La seule chose que nous puissions affirmer à ce sujet, c'est que sur le prisme d'Assaradon, 673 avant Jésus-Christ, nous voyons encore figurer parmi les tributaires du monarque assyrien Kedmouch, roi d'Édom, et à côté de lui un roi particulier appelé Musoli, l'Égyptien, pour la ville de Moab, située à l'orient du mont Séhir, sur la lisière du désert. Au contraire, les monuments d'Assurbanipal ne parlent que du pays des Nabatéens. Assurbanipal fut en effet le premier parmi les conquérants ninivites qui porta à ses armes dans la Nabatéenne. Si quelques rois d'Édom avaient antérieurement payé tribut à la Syrie, c'était le résultat de la terreur que causait cette puissance. Ils avaient prévenu par là l'invasion de leur pays et les ravages qu'elle aurait entraînés. Ces ravages fondirent sur la contrée d'une manière terrible avec Assurbanipal. Quand ce monarque, après avoir terminé sa guerre de Susiane, se retourna contre les Arabes, qui s'étaient révoltés et voulu aussi châtier les Nabatéens, dont le roi appelé Natnu avait suivi cet exemple de rébellion et soutenu vivement les Arabes. Séla fut prise, le pays entièrement dévasté, un grand nombre de captifs emmenés en Assyrie. Ce ne furent plus dès lors les liens légers d'une soumission volontaire, ce fut ceux d'une obéissance durement imposée qui rattachèrent les Nabatéens à l'empire de Ninive. Ces assujettissements plus étroit à la domination assyrienne n'empêcha pas du reste les Nabatéens de profiter largement des circonstances qui rétablirent vers la même époque la navigation de la mer Rouge et amenèrent la plus grande partie du commerce de l'Inde à passer par cette voie nouvelle. Nous avons exposé un peu plus haut, dans le chapitre consacré au Yémen, les principales vicissitudes de ce commerce, dont l'importance n'était pas moindre dans l'Antiquité que de nos jours, et principalement les changements qu'il éprouva du 7e au 5e siècle avant l'ère chrétienne. Nous ne referons pas ici cette histoire et nous nous bornerons à rappeler le rôle considérable qu'on y voit tenir aux Nabatéens.
comme anthropositaires et comme voituriers de caravane, précisément dans la période de temps à laquelle nous sommes parvenus, et donc nous venons d'indiquer les limites. Les Nabatéens, dont la prospérité commerciale s'était subitement développée par suite de la politique inaugurée par les rois de la 36e dynastie égyptienne et de leur effort pour attirer tous les négociants indiens dans le golfe arabique, se trouvaient de cette manière à voir leur intérêt étroitement lié avec ceux de l'Égypte. Aussi montrèrent-ils un grand empressement à se déclarer en faveur de la politique pharaonique lorsque commença l'écroulement de l'empire assyrien et que Né-Chao, profitant des événements, entreprit la conquête de la Syrie jusqu'à l'Euphrate. Survint la bataille de Carchemish et la retraite des Égyptiens. Quand Nabuchodonosor en 605 fit pour la première fois avancer son armée jusqu'à la frontière d'Égypte en deux corps, l'un par le pays des Philistins et l'autre par la Pérée, l'Ammonitide et la contrée de Moab, les Nabatéens, dont l'un des deux corps traversa en partie le territoire, se hâtèrent d'apporter aux pieds du conquérant leur soumission et de lui payer le tribut qu'ils avaient antérieurement fourni à Ninive. Mais en 590, les mêmes Nabatéens eurent l'imprudence de s'associer avec les Moabites, les Ammonites et les Tyriens à la révolte de Sédécias, roi de Juda, contre le monarque babylonien, insurrection qui fut si fatale à Jérusalem. Depuis 5 ans, les petits rois des diverses parties de la Syrie méridionale tramaient dans ce but une conspiration à laquelle poussait le pharaon Ouabra à Priès. Les pays de Moab et d'Ammon, en demandant grâce avant d'avoir combattu, parvinrent à échapper aux conséquences de cette entreprise intempestive. Les Nabatéens, au contraire, en furent durement châtiés, comme les Israélites et les Tyriens. Leur pays et leur capitale furent soumis à des ravages sur lesquels nous ne possédons pas de détails, mais dont quelques phrases de Jérémie laissent entrevoir toute l'étendue ravages qui, du reste, en frappant un des principaux entrepôts du commerce entre l'Inde et le bassin de la Méditerranée par l'intermédiaire de l'Arabie méridionale, avait bien évidemment, comme le siège de Tyr, une connexité directe avec le plan de Nabuchodonosor de changer la direction de ce commerce et de le transporter à Babylone. Mais quelque durement que le roi chaldéen ait traité les habitants de Nabathène, leurs épreuves ne furent que passagères et ils s'en révélèrent rapidement. Il n'y avait pas eu de transportation pour eux comme pour les Israélites. Après la mort de Nabuchodonosor, au milieu des révolutions de palais que Babylone vit se succéder avec tant de rapidité, les grandioses projets commerciaux de Nabuchodonosor furent entièrement négligés, en attendant que les Achéménides achavassent de les rendre définitivement impossibles. Aussi le commerce des Nabatéens et de Séla, leur ville royale, redevinrent-ils un peu de temps aussi florissants et aussi actifs qu'ils l'avaient jamais été auparavant. Ils entendirent même agrandir au lieu de diminuer, car la décadence désormais complète de Tyr fit de Séla ou Pétra, au lieu d'un simple entrepôt à la sortie du désert qu'elle avait été jusqu'alors, le point d'arrivée des caravanes de l'Arabie méridionale et le grand marché des denrées de l'Inde, du Yémen ou du Hadramaut, d'où partaient d'autres caravanes pour les répandre dans toutes les parties de l'Asie antérieure. Cette prospérité s'accrut encore du temps des rois de Perse, dont les Nabatéens acceptèrent pacifiquement la domination dès que Cyrus eut pris Babylone, et qui leur témoignèrent toujours une grande bienveillance. Alors commença l'âge du plus grand éclat commercial de Pétra et des Nabatéens, et cette prospérité s'étendit depuis le temps de Cyrus jusqu'à la réduction du pays en province romaine. Étienne, Quatremère, en a retracé le plus intéressant tableau dans son mémoire sur les Nabatéens, et plusieurs savants, le duc de Luynes,
M. Vauguier-Solcy, Longue-Perrier se sont particulièrement appliqués à déchiffrer et commenter les monnaies que la dynastie nabatéenne de Pétra fit frapper vers le commencement de l'ère chrétienne. Pendant l'exil des Juifs, une émigration considérable de la population édomite ou nabatéenne s'abattit sur les fertiles campagnes de la Judée méridionale, demeurées sans maître. Telle fut l'origine de ces Udéméens de la Palestine, qui en un moment possédèrent tout le pays jusqu'à Hébron, formèrent un État spécial distinct du grand royaume nabatéen et comprenant avec une partie des anciens territoires de Juda et de Siméon. Certains cantons jadis aux Amalécites. Ces Udéméens furent vaincus et incorporés à la Judée par Jean Hircan et ils finirent par donner au trône de Jérusalem la dynastie des Hérodes.